Préparer sa retraite, mesdames et messieurs, est un moment clé de la carrière professionnelle, une démarche qui s'anticipe et qu'il est essentiel de préparer suffisamment tôt. Le problème, c'est que certains, pour ne pas dire beaucoup, s'y prennent beaucoup plus tard pour plusieurs raisons. Ce matin, nous nous intéressons à quand et comment préparer cette période importante dans la vie du salarié, qu'on soit fonctionnaire ou agent du secteur privé. Nous aborderons forcément le régime juridique. Et pour en parler, déjà en plateau, mesdames et messieurs, j'ai monsieur Aimé Agbomakhenan, enseignant naturaliste, planificateur projet, expert en alphabétisation et traduction en langue nationale. Monsieur Agbomakhenan, bonjour. Bonjour Madame la journaliste, et bonjour chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Qui vous salue par ma voix. Merci. Et en face de vous, Monsieur Razak Adjabor, vous êtes aussi enseignant et juriste. Bonjour, vous allez bien? Bonjour Madame Angèle, bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi. Le juriste d'affaires Maurice Sosa va nous rejoindre donc pour les échanges. Il sera là d'ici quelques minutes. Mesdames et messieurs, bonjour. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Et comme vous l'avez vu sur vos écrans, la retraite, quand et comment la préparer, c'est donc l'interrogation en débat sur ce plateau. Alors, Monsieur Agbomakhenan, vous êtes toujours en fonction? Oui, je suis toujours en fonction depuis près d'une vingtaine d'années et je pense que si Dieu le veut, je ferai encore 10 ans avant de me retirer de la fonction publique. À ce qui paraît, c'est justement à 10 ans de la fin que on projette beaucoup mieux la chose. Je n'en sais rien, je pose la question. Bon, je ne dirais pas à 10 ans de la fin. Peut-être à 10 ans de la fin, il faut commencer à accélérer certaines choses. Mais la retraite doit être déjà préparée le jour où vous êtes admis dans la fonction publique. Ah, déjà? Oui, parce que la fin se retrouve dans le début. Et lorsque vous n'intégrez pas cela très tôt et très vite, vous risquez d'être surpris au dernier moment. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'il y a des gens qui, à la veille de leur retraite, se comportent comme s'ils sont à la recherche encore de leur premier emploi. Parce qu'entre-temps, il n'y a pas eu une programmation de certaines choses. En temps, on n'a pas pu planifier, on n'a pas pu appréhender tout ce qu'il y a autour d'une retraite. Donc, la retraite, lorsque vous y accédez, il y a beaucoup de choses qui vous lâchent. Donc, tout ceci doit être déjà planifié, doit être déjà programmé et intégré pour ne pas être surpris. Vous, en tant qu'agent de l'État, comment l'appréhendez-vous justement, cette retraite? Oui, vous savez, hein, moi, comme vous l'avez dit, mon activité principale, c'est l'enseignement. Il est vrai, j'ai enseigné pendant 2 décennies avant d'être actuellement dans l'administration. Donc, présentement, je suis enseignant en poste administratif. Okay. Et vous savez, hein, lorsqu'on a commencé, on était encore très jeune. On n'avait pas une petite famille. Cela est arrivé après. Les enfants grandissent. Et on voit déjà toutes les dépenses qui sont liées à ça. Oui. Les sollicitations de tous côtés, on gère. Du coup, même votre salaire que vous prenez tous les mois devient très insuffisant pour supporter un certain nombre de charges. Cela fait qu'on réfléchit déjà à une certaine forme de polyvalence. Certaine forme de polyvalence, puisque même dans la présentation, vous avez cité un certain nombre de choses. Oui, Cela nous permet quand même de ne pas nous contenter seulement du salaire.
Et ça nous permet quand même de faire de petits investissements pour qu'en son temps, on ne soit pas surpris. D'accord. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Alors, monsieur Adjoba, vous, comment vous l'appréhendez, la retraite? Est-ce que vous y pensez même? La France commence la par retraite, vous savez, c'est l'action de se retirer de la vie active. C'est professionnelle. Et professionnelle, oui. D'abord de la vie active et professionnelle. Et la retraite, ça se prépare dès le premier jour où vous prenez, comment on dit, votre poste. Vous prenez emploi à un poste donné. C'est dès ce jour-là que la retraite se prépare. Et vous allez voir, c'est pour cela l'État réfléchit à mettre en place les systèmes de Caisse nationale de sécurité sociale. Pour que désormais vous cotisez pour la retraite. Mais néanmoins, vous savez, à la retraite, ça là ne suffit pas. Parce que des fois, c'est au moment où vous êtes à la retraite que vos enfants sont à l'université et les charges, c'est en ce moment, les charges sont énormes. Donc, il faut aussi plusieurs cordes à son arc pour préparer sa retraite. Et la retraite, moi, j'y pensais il y a longtemps et j'ai entrepris certaines choses, bon, pour ne pas dire beaucoup de choses, pour que plus tard, je ne puisse pas souffrir de comment on dit, cette pause dans la vie. C'est une pause que vous faites en réalité, la retraite. Vous faites une pause. Et lorsque vous faites cette pause-là, il y a beaucoup de choses qui se dessinent. Et ces choses qui se dessinent, si vous n'y êtes pas préparé dès le début, ça devient la catastrophe. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes à la retraite ne vivent plus longtemps. Parce qu'ils n'ont pas pu préparer leur retraite. Et à la retraite, ils sont surpris par ce phénomène-là qui, bon, c'est-à-dire les amène dans des soucis qui accélèrent la détériorisation de leur santé. Et bonjour les dégâts. Et si, par malchance, vous n'avez pas des enfants qui sont déjà assez grands et qui ont déjà un gagne-pain pour venir à votre rescousse, ça devient dur. Et c'est ce souci-là qui emporte plus d'un, surtout lorsque les enfants sont encore très jeunes, au moment où ils vont à la retraite. Oui, mais souvent on pense à faire des enfants quand on est en fonction, quand on est en activité. Donc, c'est normal que les enfants soient encore à un certain niveau quand on va en retraite. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, monsieur Agbomarena? Je ne sais pas si vous comprenez ma question, parce que le gros poids, c'est comment gérer les enfants après. Quand on ne les fait pas tôt, c'est clair qu'on devra s'en occuper tard. Ça, c'est vrai. Et vous savez, plus vous évoluez aussi dans les études, le plus souvent, on ne le fait pas assez tôt. Et je crois bien que l'État central a aussi tenu compte de ça. Et vous allez voir, quand je prends par exemple, je parle de la fonction publique bien sûr, ceux qui sont de la catégorie A, ils vont à la retraite à 60 ans. Parce que catégorie A, on suppose que vous êtes déjà très avancé dans la hiérarchie. Ça veut dire que vous avez étudié, vous avez au moins la maîtrise. La maîtrise Bac plus 5 et plus 10 ou plus 20 si vous voulez. Et catégorie B, ça fait 58 ans. Parce qu'on suppose que celui-là n'a pas assez étudié comme l'autre. Et enfin, à partir de C jusqu'en bas, jusqu'en E, là, ça fait 55 ans. Donc, le législateur a aussi tenu compte de ça. Et pourquoi je disais aussi que la retraite se prépare dès le premier jour. Et vous allez constater que lorsque vous êtes un salarié déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale, dès les premiers mois déjà, on commence à vous prélever des impôts, des taxes et autres pour pouvoir meubler votre pension au cas où vous aurez eu la chance d'aller jusqu'à destination. Et donc, ça veut dire qu'il faut effectivement commencer à préparer très tôt. Maintenant, et lorsque vous évoluez
le salaire n'évolue pas toujours de façon proportionnelle à la charge que vous avez. Ça là, c'est clair. C'est clair. Quand je prends les salariés ordinaires, parce que quand on dit salaire, il ne faut pas qu'on confonde ça avec les salaires politiques. Politique, bien sûr. Les salaires politiques où vous pouvez avoir la chance de gagner gros pendant 2, 3 ou peut-être 5 ans. Mais si on tient compte des salariés ordinaires, et les charges parfois supplantent ce qu'ils gagnent. Du coup, préparer la retraite, c'est déjà intégrer cet élément pour ne pas faire aussi beaucoup d'enfants. Parce que, vous savez, nos parents faisaient beaucoup d'enfants et cela se justifiait dans le temps. Bien sûr. Parce qu'on a besoin de main-d'œuvre pour beaucoup cultiver la terre, pour agrandir le champ et autres. Mais actuellement, avec le coût de vie qui devient de plus en plus élevé, programmer, bien planifier votre retraite. Si vous entrevoyez déjà avoir une retraite paisible, le jeune salarié qui commence maintenant là, doit se dire, il n'est pas question de faire beaucoup d'enfants. C'est vrai, on va me dire que si la personne a les moyens de supporter, mais ces moyens-là, ces moyens vont exister juste jusqu'à la Surtout fin quand la personne elle est de ses salariée. activités professionnelles. Ouais. Donc, il faut toujours tenir compte de tous ces facteurs. Moi, je dirais même, le jeune marié aussi, et doit tenir compte de ça pour le choix de sa conjointe et vice-versa. Ah oui, parce que lorsque vous êtes le seul à supporter la charge au niveau du foyer, je pense qu'à un moment donné, vous allez craquer, vous risquez d'abandonner le foyer. Et ce qu'on ne souhaite pas, ce qu'on ne souhaite pas. Donc, tous ces éléments doivent être pris en compte pour que le salarié puisse avoir une retraite paisible. D'accord. Je pense que c'est très déterminant. C'est pourquoi j'insiste toujours que le premier jour où vous rentrez dans la fonction publique, où vous avez la chance d'avoir un emploi stable, où vous êtes déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale, il faut tenir compte de tous ces paramètres pour pouvoir avancer. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? D'accord. Alors, le quand, on l'a compris, c'est dès l'entrée en fonction. Ça, vous l'avez précisé. Mais bon, quand on entre en fonction, pour ceux qui veulent étudier, ils investissent d'abord dans les études. Après, ils pensent aux enfants, etc. Donc, les au moins 15 premières années, pour ceux qui étudient, c'est études et enfants. Ça, si je peux faire la caricature comme ça, hein, monsieur Agomare, non. Mais c'est un choix de vie. C'est clair, c'est clair que c'est un choix de vie. Études et enfants, ça dépend du plan de tout un chacun. Si vous avez déjà assez étudié avant votre recrutement, je pense qu'on pense d'abord à la petite famille. Oui. Si Si c'est que vous n'avez pas beaucoup étudié avant le recrutement. Et quand on commence, on voit que dans le secteur où j'évolue, si on a encore plus de grades, on est plus rémunéré. C'est à partir de là qu'on est parfois tenté d'étudier encore plus pour pouvoir occuper certains postes de responsabilité où les avantages sont beaucoup plus élevés. Bien sûr. Mais, même si vous gagnez gros, vous devez savoir que le jour où vous êtes admis à la retraite, ces avantages vous lâchent. Les avantages ne vous suivent pas à la retraite. Donc, vous devez tenir compte de tout ça et savoir gérer vos revenus. Alors, monsieur Razak Adjobo, comment préparer? C'est anticiper sur les prêts pour construire ou comment vous l'entrevoyez-vous? Comment préparer sa retraite? Préparer sa retraite, comme on l'a dit, on commence c'était le début. Le début. Et puis, anticiper sur des prêts, ça dépend, c'est une question, ça dépend une de question. votre option. Moi, j'aurais préféré économiser par soi-même. Vous savez, pour réussir dans la vie, il faut aller à petits pas. C'est-à-dire, lorsque vous posez un pas aujourd'hui, un autre demain,
un autre appel demain. Et vous allez un peu. Vous savez, on semble ne pas aller vite, mais on dit qu'il va lentement, va sûrement. Lorsque vous vous mettez dans des prêts, par exemple, vous choisissez l'option de prêt, il se pourrait qu'il y ait un problème au cours du chemin, parce que j'en ai connu où le gars s'est mis dans des prêts et le prêt qu'il a pris excède son temps, parce qu'il était presque à la retraite, peut-être à 6 ans de sa retraite, il va prendre un prêt qu'on devait lui retirer sur 10 ans. Et la banque vraiment accepté? C'est pas La évident. banque, bon, je ne sais pas comment eux-mêmes ils ont fait. Et subitement, il me semble que c'est l'âge qu'il a rattrapé. Ok. Sinon, il devait faire encore 10 ans ou 11 ans Ah, d'accord. avant d'aller à la retraite. Mais comme il y a la limitation d'âge à 60 ans, il est allé à la retraite précipitamment. Il restait encore 2, 3, 4 ans comme ça. Il est allé à la retraite. Et il a eu un problème là, mais on a commencé par le pourchasser partout, que pourquoi il pouvait prendre des prêts comme ça. Et puis, c'est devenu une affaire de justice. C'est devenu une affaire de justice. C'est devenu une affaire de justice. Donc, lorsque vous vous préparez correctement, d'abord, c'est aller à la retraite aussi, c'est une préparation. C'est une préparation d'abord psychologique. Vous vous préparez psychologiquement dès le début à faire une bonne retraite. C'est que ce soit sur le plan psychologique, le plan économique et le plan social aussi, il faut se préparer pour la retraite. Et lorsque vous vous préparez pour ça, il faut vous programmer à long terme. Donc, et décliner vos objectifs sur le long terme. Lorsque vous déclinez vos objectifs sur le long terme, ça marche toujours. Donc, et vous mettez une marge d'erreur. Lorsque vous ne mettez pas de marge d'erreur, ça vous surprend. Parce que lorsque vous déclinez même vos objectifs et vous ne mettez pas une marge d'erreur, ça vous surprend forcément. Vous mettez une marge d'erreur. Et cette marge d'erreur, c'est que vous vous dites, il peut y avoir des incidents au cours de mon parcours. Bon, ces incidents-là, si ça venait, quelles sont les conséquences de ces incidents sur ma programmation? Donc, en fonction de ces conséquences de ces incidents sur votre programmation, vous cherchez des palliatifs à ça, c'est-à-dire des solutions palliatives à ces incidents, et ça vous amène à forcément entreprendre quelque chose. Ne serait-ce que quelque chose de minime, vous devez forcément entreprendre. Et lorsque vous entreprenez quelque chose parallèlement à votre fonction, ça vous donne une sécurité. Et c'est cette sécurité-là qui vous permet à la longue d'avoir une retraite paisible. Et en réalité, c'est ça. Sinon, ce serait difficile d'avoir une retraite paisible avec la fonction aujourd'hui, même les fonctionnaires du public, comme l'a dit le doyen, ce que vous prenez n'arrive pas à gérer même le quotidien. Mais est-ce que cela doit justement, la pension, est-ce que cela doit surprendre, d'autant plus qu'on connaît ce qu'on gagnait et on connaît l'abattement que ça subit quand on va à la retraite? Est-ce que ça doit surprendre? Oui, ça peut surprendre. Vous allez me demander pourquoi. On connaît, on fait ces programmations, mais il y a les imprévus. Et ces imprévus surtout viennent de la famille. Lorsque tu es fonctionnaire, le regard que la société porte sur toi et surtout la famille porte sur toi est un regard différent. On se dit, Akowewe. Vous voyez, comme je l'ai dit dans la langue, Akowewe. Et surtout, lorsqu'on voit que tu as un poste de responsabilité dans la société où tu exerces ou bien dans la fonction où tu exerces, tu as encore plus de problèmes. Parce que avant que le salaire n'arrive, telle personne vient pour te poser son problème. L'autre vient poser son problème. Et si tu règles pour X, tu dois régler pour Y. Même, on peut plus le solliciter. Oui, je ne refuse pas. Non, moi je ne parle pas de la retraite. Je parle lorsque tu es en fonction. Lorsque tu es en fonction, parce que c'est déjà en fonction que tu vas préparer ta retraite. Tu ne peux pas compter uniquement sur tes pensions pour la retraite. Il faut encore mettre quelque chose de côté dans ce que
ce qui te reste, ce que tu gagnes. Et tu ne pourras rien mettre de côté parce que tel est venu, l'autre est venu. Et puis, tu es obligé parce que lorsque tu ne le fais pas, on considère. Lorsque tu ne le fais pas, on considère que tu as et tu ne veux pas faire. Tu es obligé de le faire dans la moindre mesure, tout au moins. Et le faisant, ça empiète sur... Le faisant, ça empiète sur ton salaire. Ça empiète sur ce que tu gagnes. Et ça fausse toutes tes programmations. Et là, il y a un danger. Un véritable danger qui te guette. Oui, monsieur Agoumarena. Oui, j'adhère à ce que mon ami est en train de dire. Parce que, vous savez, quand je prends le cas de notre pays, le Bénin, bon, l'agent qui travaille au Bénin n'a pas forcément les mêmes problèmes que celui qui travaille en Europe, par exemple. Parce que nous avons notre sociologie qui nous impose la considération de la petite famille et de la grande famille. Du coup, lorsqu'il y a un salarié dans une maison, ce salarié ne gère pas que ses enfants et sa femme ou ses femmes. Il y a aussi la grande famille qui est derrière, que de temps à autre, vous devez aussi supporter. Donc, tout ceci alourdit la charge. Maintenant, par rapport aux prêts, et toujours chez nous ici, vous savez, on est très attaché à la terre. Oui, c'est la première des choses qu'on fait. Chacun veut rester dans sa propre maison, comme on le dit, le chez. Et du coup, beaucoup de fonctionnaires font des prêts pour aller construire. Moi, je dirais plutôt que sur ce plan, il vaut mieux que de plus en plus on se rapproche des spécialistes de l'économie pour recevoir des conseils. Ce n'est pas, les conseils ne viendront pas après avoir réalisé le prêt, non. Ça doit précéder le prêt et ceux-là vont vous expliquer quel type de prêt il faut faire pour pouvoir rentabiliser. Parce que quand vous faites un prêt, cela suppose que chaque fin du mois, on vous retire au moins le tiers de votre salaire. Hein, ce qui est normal, c'est le tiers. Mais il y a des procédures qu'on enclenche pour aller même au-delà. Et il y a même d'autres qui font des prêts multiples. Si même pour manger après, c'est compliqué. Donc, moi j'avoue, par expérience, je ne sais pas, le fonctionnaire ne peut rien. Quand je dis fonctionnaire, j'insiste toujours, le fonctionnaire ordinaire qu'on connaît là, ne peut rien faire de grand. Rien faire de grand s'il ne passe pas par des prêts. Et il va falloir quand même que ces prêts soient vraiment étudiés pour ne pas l'enfoncer davantage. Parce que quand vous allez même à la banque, eux ils sont même pressés de vous octroyer des prêts parce qu'ils savent qu'il a la garantie. Il a la garantie. Mais derrière ça, ce qu'on vous prélève chaque fin du mois, si vous ne savez pas faire, le prêt va encore vous enfoncer davantage. Et même à la retraite, vous risquez d'avoir encore plus de problèmes qu'il faut. Donc au finish, il faut avoir de la jugeote pour pouvoir s'en sortir. Si je vous écoutez... Ah oui, c'est ce que je dis. C'est dit, bon, en fait c'est un choix. C'est un choix. Il y a d'autres qui disent qu'ils ne vont jamais faire de prêt. Mais je sais que la plupart des fonctionnaires qui réalisent passent généralement par des prêts. Il y a d'autres stratégies que les gens utilisent, les tontines et autres, mais là aussi les risques sont encore grands. Les risques sont encore grands. Et on l'avait déjà dit, la banque ne vous fera pas du tout de cadeaux. La banque va utiliser toutes les stratégies pour récupérer son argent. D'ailleurs, c'est ça qui fait que si vous êtes un salarié, avant de vous faire le prêt, on exige le certificat de validité de service pour voir si vous êtes réellement un fonctionnaire, en tout cas un agent de la structure concernée, et aussi le certificat de validité de service indique déjà le temps qu'il vous reste pour aller à la retraite. Donc à la banque, ils tiennent compte de tous ces paramètres pour pouvoir vous octroyer les prêts qu'il faut. Et là, il vous revient de savoir bien gérer pour pouvoir en profiter.
Maintenant, que vous profitiez ou pas, la banque ne vous fera pas du cadeau. Elle va utiliser tous les moyens pour retirer ses sous. D'accord. Abordons à présent le régime juridique. Et nous avons déjà avec nous Monsieur Sosa Maurice. Je vous le disais, il est juriste d'affaires. Bonjour à vous, Maurice. Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ah, moi je me porte à merveille. J'espère que vous aussi. Alors, Monsieur Sosa, on va commencer par une question basique. Qui a droit à la retraite au Bénin? La retraite au Bénin, d'abord, il faut nuancer parce que ça soit le secteur privé comme le secteur public, ça dépend de l'âge. Et il faut avoir effectué une année de service effectif avant de s'attendre à une pension de vieillesse ou de retraite, comme on le dit. Donc, lorsque vous effectuez dans la fonction publique, lorsque vous effectuez 30 ans effectifs de service public, vous avez droit alors à la retraite. Mais il faut encore, à ce niveau-là, ça dépend des catégories données. Parce que si on s'attient au niveau de l'armée, ce n'est pas 30 ans de service. Lorsqu'on s'en tient également au niveau des universitaires, ce n'est pas également 30 ans de service. Donc, il y a une catégorisation, mais j'aborde déjà en ce qui concerne le régime général qui est de 30 ans de service effectif. Maintenant, dans le secteur privé, il faut 30 ans. Lorsque vous atteignez 30 ans, vous êtes admis d'office à la retraite. Maintenant, l'exception de ces règles en ce qui concerne la fonction publique, vous pouvez être admis à la retraite d'office, comme ce qui s'est passé tout récemment et tout le monde, il y a l'armée qui s'en est pris au gouvernement et tout. Donc, lorsque vous atteignez l'âge, il y a maintenant des conditions à remplir en ce qui concerne le secteur privé. Il faut avoir cotisé au moins 180 mois. 180 mois d'assurance à la caisse. À la caisse de sécurité sociale. Ça fait 15 ans ou plus? Oui. 15 ans, et de l'autre côté, il faut également, je suis toujours dans le secteur privé, il faut également avoir cessé définitivement toute activité salariale. D'accord. Donc ça fait les deux conditions. Mais dans le cas où vous ne remplissez pas ces deux conditions et vous avez au moins cotisé pour 12 mois, alors vous aurez, au lieu de pension, vous aurez une allocation à verser une fois. Donc dans le secteur public, lorsque vous atteignez 30 ans, comme je l'avais dit, il y a également des exceptions selon des régimes donnés. Si vous êtes admis d'office à la retraite, il y a également des avantages qui couvrent la pension de vieillesse ou la pension de retraite. D'accord. Donc ça dépend des cas. Tout le monde peut aller à la retraite pourvu qu'on soit salarié. En fait, c'est déjà pourvu qu'on soit salarié ou fonctionnaire. Maintenant, les conditions dépendent de chaque catégorie. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a un âge plafond au-delà duquel on ne doit pas travailler? Oui, exactement. Lorsque vous atteignez 100 ans dans le secteur privé, vous êtes admis d'office à la retraite, vous ne pouvez pas travailler. Donc, oui, à ce niveau-là, c'est fixé à 60 ans. Dans le secteur privé? Oui, dans le secteur privé. Et le public? Secteur public, il faut avoir, là, à ce niveau, c'est pourquoi je parlais des nuances, 30 ans d'années effectives, mais lorsque vous effectuez le service public, vous avez fait 30 ans, alors il va falloir vérifier dans quelle catégorie vous êtes. Vous pouvez être dans l'armée, chez eux, ce n'est pas 30 ans. Ça dépend. Maintenant, lorsque vous n'êtes pas admis d'office à la retraite par décret, alors on va vérifier les catégories selon le régime qui vous est applicable pour pouvoir maintenant vous donner la pension. Cotiser pendant au moins 30 ans, ça je l'ai compris. Et au-delà de 60 ans, on ne peut plus travailler. Exactement. Ni dans en tout cas plus dans le privé. C'est que vous vous êtes reconverti simplement. Alors, comment obtient-on la pension, monsieur Sosa? Oui, la pension de vieillesse ou de retraite.
C'est pas la même chose? Non, Quand vous nuancez, c'est que c'est pas pas la même chose. C'est pas la même chose parce que lorsqu'on parle le code de sécurité sociale a parlé de pension de vieillesse. Et c'est ça le commun des mortels appelle pension de retraite. Ok. Dans le secteur privé. Maintenant, de l'autre côté, on parle de pension de vieillesse, mais néanmoins, dans le commun des mortels, on parle toujours de pension de retraite. Mais le code a bien précisé qu'il s'agit de pension de vieillesse. Mais quelle nuance fait le code alors? Oui, le code... La différence en réalité. Oui, la différence, c'est ce que le code a prévu. Moi, c'est pourquoi je dis ou pour que le jargon commun ne soit pas biaisé. Donc, la pension de vieillesse, en réalité, c'est ce qu'a prévu le code de sécurité sociale. Ok. Vous voulez rajouter quelque chose? Je reviens à vous, monsieur Sosa. Oui, oui, c'est pour compléter un peu ce que le juriste a indiqué. Au fait, on l'avait déjà dit au début par rapport à la fonction publique. Ça dépend de votre âge. Et si vous êtes déjà trop âgé avant d'être recruté, vous n'allez pas faire les 30 ans. Et on avait parlé des catégories. Quand c'est la catégorie A, ça fait, vous avez la chance de faire les 60 ans. Catégorie B, c'est 58 ans. Et catégorie C, D et E, ça fait 55 ans. Alors, maintenant, lorsque nous disons qu'après, à partir de 60 ans, ne va plus travailler, bon, il faut qu'on nuance un peu. C'est-à-dire, vous êtes admis à la retraite. Mais vous pouvez continuer à travailler, peut-être plus. Oui, c'est là une balade de reconversion. Voilà. Oui, vous pouvez faire votre reconversion. Oui, il y a même des cas où, lorsqu'on constate qu'il y a un déficit de personnel et que l'État n'a pas recruté, il y a beaucoup de cas où on signe encore des contrats, où parfois les gens sont encore à leur poste pendant plusieurs années. Mais de façon générale, on suppose que quand vous êtes admis à la retraite, vous vous retirez et vous laissez place à d'autres. Maintenant, il y a certaines réalités quand même, où, bon... Pour besoin de compétences. Voilà, pour besoin de compétences. Et il y a aussi l'aspect politique aussi qui peut passer par là. Oui, absolument. La précision, elle est importante. Monsieur Sosa, je vous demandais comment on obtient sa pension. Oui, la pension, comme je viens de le dire, il y a des conditions. Lorsque les conditions requises ont été respectées, alors il va falloir déclarer que vous êtes admis à la retraite. Ah, c'est pas spontané? Non, c'est pas spontané. Parce que quand vous êtes admis à la retraite, supposons que vous êtes dans le secteur privé, il faut que la caisse de sécurité sociale soit informée par une déclaration. Du salarié? Oui, ça peut être du salarié comme ça peut être de l'employeur. D'accord. Donc en ce moment-là, après la déclaration, la caisse de sécurité sociale étudie maintenant le cas et commence maintenant par vous octroyer la pension qui vous est due. Si éventuellement vous avez payé 180 mois et si il n'y a pas eu d'autres conditions substantielles à fournir. Donc dans le secteur, lorsque nous prenons dans le secteur public, dans ce cas, il faut reconnaître que il y a le ministère de la fonction publique, le ministère du travail et de la fonction publique, qui je suppose d'ailleurs, lorsque vous faites les 30 ans effectifs de service public, vous êtes admis à la retraite. Mais il va falloir des conditions substantielles également, des formalités à faire pour que vous rentrez en possession de la pension comme cela se doit. Sinon, c'est pas quand vous finissez en même temps, vous restez au calme et c'est fini. Non, il faut avoir fourni des pièces, que ce soit au niveau du ministère de la fonction publique, que ce soit au niveau de la caisse de sécurité sociale. Des deux côtés? Oui, des deux côtés. Ça dépend de si vous êtes du secteur privé comme si vous êtes du secteur public. D'accord. Et quand on finit de faire cette déclaration, on attend? Oui, on attend. Et maintenant, ça va suivre la règle normale pour que vous rentrez en possession de la pension.
Oui. Oui. Bon, pour le cas de la fonction publique que je connais un peu, effectivement, ça se prépare. Hein, et déjà, normalement, 1 an avant, vous annonce déjà que vous allez à la retraite à telle date. C'est vous qui l'annoncez. Vous-même, oui, vous, l'agent même doit quand même suivre son dossier, lui-même il sait. Bon, il peut jeter et puis on va lui offrir quelques années de bonus. Non, c'est pas évident. Mais si l'administration ne s'en souvient pas. Il ne doit pas avoir de bonus. S'il en a, ça veut dire que ça doit se justifier. Sinon, si par erreur vous avez ce bonus, c'est sûr que l'État trouvera les moyens encore de vous retirer. Donc vous aurez travaillé gratuitement en fait. Voilà, de vous retirer ce bonus. Et là, on vous l'annonce, on vous confirme que vous allez effectivement à la retraite. Et il y a des pièces qu'on vous indique, même si on ne vous indique pas vous-même, sachant que dans 1 an vous allez à la retraite, vous devez déjà courir pour avoir ces pièces à temps. Il y a eu des époques où des gens vont à la retraite, ils attendent parfois 3, 4, même 5 ans avant de percevoir leur première pension. Mais je sais qu'actuellement, depuis 2 ou 3 ans, le gouvernement a réduit énormément les tracasseries, si bien qu'il y a des gens qui vont à la retraite et le mois qui suit, pratiquement, ils ont leur pension. Donc, je pense que c'est une avancée terrible et faisons tout pour conserver cette avancée pour que nous aussi, quand on va à la retraite, on puisse en bénéficier. Évidemment. Voilà. Mais de quoi vivaient ces agents admis à la retraite si la pension tardait autant? Ah, ben, imaginez déjà la suite. C'est parce que j'imagine que je pose la question. Imaginez déjà la suite. Le salarié qui, déjà, quand il gagnait entièrement son salaire, ça ne lui suffisait pas? Ça ne lui suffisait pas. Et qu'on va encore lui couper tout. Là, c'est vraiment la galère. Hein. Ce n'est pas facile à vivre. Et c'est pour cela on disait que la retraite se prépare. Parce que on ne sait jamais, si ce n'est pas aujourd'hui, avec le gouvernement actuel, que les choses ont avancé sérieusement. Et lorsque vous êtes admis à la retraite et vous avez eu la chance de déposer les dossiers qu'il faut à temps, vous rentrez en possession de votre pension le mois qui suit. Autrefois, ce n'était pas ça. C'était le minimum, c'était 6 mois. Le minimum avant, c'était 6 mois. Même si vous déposez à temps les dossiers, parce que la procédure est tellement longue que il vous faut au moins 6 mois. Au minimum, ça veut dire que vous avez eu trop de chance. Sinon, c'est 1 an, 2 ans. Et si vous n'avez pas autrefois préparé votre retraite, vous aussi regardez comment vous allez pouvoir vivre pendant 2 ans sans salaire, vous qui êtes habitué à prendre le salaire tous les mois. Et la pension, vous voyez, la pension, c'est une partie du salaire. Bon, et ça dépend parce que ça se calcule au prorata de l'âge à laquelle vous allez à la retraite. Si vous allez tôt à la retraite, votre pension est élevée. Mais si vous allez à un âge plus avancé, votre pension est plus bas que lorsque vous allez à la retraite. C'est pourquoi c'est bon pour ceux qui entrent en fonction publique très tôt. Lorsque vous rentrez dans la fonction publique très tôt et vous allez à la retraite avant 50 ans, vous avez plus de 3 quarts de votre, environ 3 quarts de votre salaire à la retraite. Alors que lorsque vous allez au-delà de 55 ans, c'est pas facile. Vous êtes peut-être à 33% de votre salaire. Et vous voyez ce que ça fait. D'abord, et ça là encore, vous allez à la retraite et on doit attendre les procédures administratives, la lourdeur administrative et consorts pour attendre jusqu'à. C'est pourquoi on a dit la retraite, ça se prépare et c'est un pas l'État prépare la retraite pour vous à travers, comment on dit, la CNSS. Aujourd'hui, c'est la CNSS, on dit encore. C'est toujours la Caisse nationale de sécurité sociale. À travers la Caisse. C'était l'OBSS avant, oui. Office pénal de sécurité sociale. Maintenant, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais il faut que vous-même vous préparez votre retraite parallèlement. Et comme ça, vous allez pouvoir en jouir, c'est-à-dire avec ça là, garder
le cap jusqu'à ce que les pensions commencent par tomber. Et lorsque les pensions tombent aussi, ce n'est pas à la hauteur de ce que vous espérez. Et là, si vous n'avez pas d'à côté, vous voyez, c'est... Cette partie que je ne comprends pas, à la hauteur de ce qu'on espère. Monsieur Sosa, quel est le pourcentage de pension donné sur le salaire, concrètement? Ça ne doit pas surprendre normalement un salarié qui connaît son salaire. Non, en fait, comme l'a dit le doyen, en fait, on parle de prorata. Il y a des pourcentages donnés. Et lorsque vous êtes admis à la retraite, en fait, les pourcentages sont calculés en fonction de l'âge à laquelle vous êtes admis à la retraite. Et comme je le disais au départ, en fonction des catégories aussi. Ouais, en fonction des catégories, Parce que, bien sûr. oui, en fonction des catégories. On ne peut pas juste en prenant le régime général pour donner un pourcentage donné. Non. Parce qu'il faut voir non seulement l'âge à laquelle vous êtes admis à la retraite, et également la catégorie, la catégorie à laquelle vous appartenez. D'accord, je vois un peu. Alors, maintenant, celui qui est dans le privé, monsieur Sosa, comment lui il suit, je ne vais pas dire sa retraite, mais comment il suit qu'il a une garantie, au fait, au niveau de la Caisse nationale, celui qui est déclaré évident? Oui, au fait, lorsque vous êtes recruté dans le secteur privé, vous devez vérifier. Quand je dis vérifier, vous pouvez vous rendre à la caisse de sécurité sociale. D'ailleurs même, c'est clair. Avant même qu'on vous déclare, avant même qu'on ne vous affilie, qu'on ne vous déclare du moins, avant même que l'employeur ne soit affilié, il y a des pièces à fournir. Si l'employeur ne vous demande aucune pièce, bon, ça porte déjà à confusion. On peut se demander, est-ce qu'on m'a déclaré ou pas? Donc, lorsque vous avez ce doute-là, vous pouvez vous rendre au niveau de la caisse pour vérifier est-ce que réellement votre employeur a été affilié, parce que ça passe par là. Si vous êtes maintenant déclaré, votre employeur peut ne pas être affilié. En ce moment-là, vous ne serez même pas déclaré. Parce qu'il faut être affilié pour être déclaré. Non, il faut être affilié pour déclarer un employé. Donc, lorsque vous vérifiez cela, ça voudra dire qu'à la fin de chaque mois, il y a une cotisation. Il y a une cotisation qui vous est due. Et on verse ça à la caisse. Donc, c'est à travers ces cotisations, vous avez droit à une sécurité sociale, vous avez droit à une pension de vieillesse. Donc, il va falloir vérifier. Vous vous rendez, c'est votre droit pour vérifier. Au cas où vous constaterez que ce n'est pas déclaré, vous n'êtes pas déclaré, ni l'employeur n'est pas affilié, il suffit alors de se rapprocher de votre employeur pour lui faire part de la question et vous discutez. Et lorsque ça pose toujours problème, vous pouvez saisir l'inspecteur du travail. Et à ce niveau-là, l'inspecteur du travail va maintenant tenter une conciliation. Et lorsque tel n'est pas le cas, il faut se rendre au tribunal. Mais gare à vous, si l'employeur est de mauvaise foi. Si l'employeur est de mauvaise foi, lorsque vous discutez premièrement avec lui, et s'il est ingénieux, il peut chercher quelque chose à vous coller de façon millimétrée et vous n'aurez pas droit. On va juste dire enjoindre l'employeur à déclarer l'employé à la caisse. Tout le travail que vous avez eu à faire, c'est à l'eau. On vous déclare seulement, vous reprenez maintenant. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'indice qu'on peut avoir, peut-être, je ne sais pas, le contrat qui est visé par les inspecteurs de travail, ou en tout cas, s'il n'y a pas d'indice pour rassurer la fiche de paie. Lorsque vous prenez la fiche de paie, vous verrez les charges sociales. Lorsque vous verrez dans cette catégorie-là, vous verrez les cotisations. Si vous n'avez rien vu, bon, vous n'êtes pas déclaré. C'est pas la magie. Maintenant, c'est tout le secteur privé. Quand je dis tout le secteur, je veux parler des entreprises. Il y a des entreprises qui ne vous donnent pas une fiche de paie.
Donc là, ça pose problème. Vous ne saurez pas. À la fin du mois, peut-être l'entreprise a un mécanisme de vous payer par Momo. À la fin du mois, vous avez votre salaire, mais fiche de paie, vous n'en avez pas. Donc, vous pouvez vous rendre à la caisse pour vérifier si vous êtes déclaré et si votre employeur est affilié. J'ai quelque chose à compléter par rapport à ça. Et parce que j'ai travaillé dans une entreprise privée et où là on a été déclaré. Et lorsqu'on vous déclare là, il y a d'abord la carte de sécurité sociale. Carte ou numéro? Une carte. On a une carte de sécurité sociale qu'on vous octroie, que la sécurité, la Caisse nationale de sécurité sociale vous octroie. Et avant ça, on vous demande des dossiers. L'employeur vous demande des dossiers à fournir. Vous fournissez les dossiers. Bon, ça peut prendre du temps, comme ça peut aller vite. Ça dépend de celui que vous avez au niveau de la gestion des ressources humaines dans la société. Lorsque vous avez quelqu'un de dynamique au niveau de la question des ressources humaines, dans la société dont moi je parle, là, c'est en un mois seulement, moi j'ai eu ma carte de sécurité sociale. En un mois seulement, j'ai eu ma carte de sécurité sociale. Et ça transparaît sur votre fiche de paye. Et lorsque vous prenez votre fiche de paye, et vous savez, dans cette société, on ne nous payait pas Momo, mais on nous donnait des fiches de paye. On vous transfère votre argent par Momo, mais malgré ça, vous avez des fiches de paye. Et sur la fiche de paye, vous voyez, tout est précisé, comment on vous coupe les charges sociales, et tout est énuméré. Donc là, c'est lorsque peut-être l'employeur de mauvaise foi, ou bien l'employeur n'est pas affilié à la Caisse nationale de sécurité sociale, que le problème se pose. Absolument. Et d'autres sont affiliés, mais ils n'aiment pas déclarer les employés. Bon, et ça dépend. D'accord. Ça dépend de sous quel régime on vous a aussi recruté là. D'accord. En fait, c'est pour confirmer que c'est très juste ce que mes deux amis viennent de dire. Et j'invite les téléspectateurs qui nous suivent et qui sont concernés à suivre rigoureusement ces conseils. Parce qu'il n'est pas rare d'entendre de la part de certains employés qui sont à la veille de leur retraite, on dit « Ah, on ne nous a pas déclaré. » Ah, à la veille. Oui. Mais c'est foutu. Parce qu'au préalable, ils n'ont pas mené les démarches qu'on a indiquées. Autant le salaire est capital, autant cette déclaration aussi est très essentielle. Parce que la plupart du temps, il y a certains qui ne suivent pas du tout de cela et ils sont surpris qu'à la veille de leur retraite, ils n'ont rien comme... ils ne pourront rien espérer. Et là, ça devient carrément un deuil dans cette famille. L'autre chose que j'aimerais ajouter, lorsque vous êtes déclaré et que c'est bien suivi et que l'employeur paie régulièrement ce qu'il doit payer, même si entre-temps vous changez d'entreprise, que vous êtes recruté ailleurs, là ça vous protège, vous pouvez continuer. Avec le même numéro, au fait. Voilà, vous pouvez continuer et bénéficier paisiblement de votre pension de retraite après quand vous êtes admis à la retraite. Donc c'est très déterminant. Des allocations aussi. Et si entre-temps le premier employeur n'avait pas déclaré et ne payait rien, vous voyez ce que ça fait. Peut-être que vous avez déjà fait 15 ans avec lui et c'est à la 16e année que vous avez commencé dans une autre entreprise. C'est comme si vous veniez nouvellement de commencer. De commencer. Et là, ce n'est vraiment pas intéressant. Est-ce qu'on peut avoir son solde? Son solde, je ne sais pas. De combien on a déjà cotisé pour évaluer sur, voir effectivement si les différents employés ont payé. C'est votre droit d'aller demander. Si vous êtes employé, la caisse de sécurité sociale est là pour vous. Encore que la loi protège la partie la plus faible, vous demandez combien de cotisations ont été déjà acquittées. Donc, la caisse peut maintenant vous donner la liste. C'est comme une banque. La liste des cotisations
là, vous serez rassuré que il y a tel paiement, il y a tel paiement. C'est votre droit. Encore que il y a un problème qui se pose en ce qui concerne les types de travailleurs. Les travailleurs de maison, par exemple, ils ne sont pas déclarés. Les travailleurs de maison, je veux parler de la domestique, je veux parler du platon, du chauffeur de maison. Ceux-là, par exemple, alors que la loi les protège, et d'ailleurs même lorsque vous vous rendez à la caisse de sécurité sociale, vous verrez, c'est bien mis, la caisse de sécurité sociale s'est rendu compte qu'ils ne sont jamais déclarés. Il s'est même affiché sécurité sociale pour les travailleurs domestiques. Donc, qu'on voit ce niveau-là pour permettre à ce que la sécurité sociale soit effective au Bénin. Bon, l'État, enfin, nous avons une législation en vigueur. Non, je vous comprends, nous avons une législation en vigueur. Maintenant, le rôle, c'est de sensibiliser pour qu'effectivement, on arrête de payer au noir, parce que payer au noir ne garantit pas forcément une retraite. Pour vous, monsieur Sosa, ça c'est une question personnelle qui n'a rien à voir avec votre profession. Une retraite réussie, c'est quoi pour vous? Oh, une retraite réussie, j'entendais dire mes doyens qu'il va falloir préparer. Oui. Et quand on parle d'une préparation, et d'ailleurs, il faut pas, si vous êtes dans la fonction publique, il faut comprendre qu'un jour, vous serez admis à la retraite. Et si vous avez ça à l'esprit, il y a une manière de se comporter en ce qui concerne vos charges, en ce qui concerne vos responsabilités. Donc, une retraite réussie, déjà, c'est avoir à l'esprit qu'on sera admis à la retraite et prendre les dispositions nécessaires. Quand je dis prendre les dispositions nécessaires, lorsque je prends le côté des affaires, le commercial et la fonction publique sont incompatibles. Maintenant, ça ne vous empêche pas de permettre à quelqu'un qui est sous votre toit d'avoir une société et que vous investissez, dans laquelle vous investissez. Donc en ce moment-là, lorsque vous serez admis à la retraite, vous pouvez toutefois fonctionner tout comme si vous étiez en service. Maintenant, ça dépend de vous. Dans le cas où vous n'avez pas pris des engagements qui vous alourdissent les charges, des engagements qui vous alourdissent du moins la charge, ce serait facile pour vous, vous prenez votre pension et c'est simple. Lorsque vous avez des découvertes bancaires et vous êtes admis à la retraite, en ce moment-là, c'est compliqué. Donc, une retraite réussie, c'est d'abord d'amenuiser les charges, de penser à investir. Et investir, c'est simplement bien investir, parce qu'il ne faut pas investir pour investir. Donc, bien investi. Ça, c'est encore un autre chapitre. Bien investi. Oui, en ce moment, lorsque vous êtes admis, que ce soit du secteur privé comme du secteur public, alors vous serez aguerri. D'accord. Bien investi. Bon, peut-être on va prendre des cours d'investissement pour se rassurer, puisque ce qu'on a constaté à la retraite, beaucoup partent tellement vite parce que déprimés. Je ne sais pas concrètement ce qui les déprime. Est-ce que c'est la petitesse de la pension qui les déprime face aux charges qu'ils ont? Ils partent tellement vite que bon, on ne comprend pas toujours ce qui se passe. D'où l'intérêt de cette thématique, savoir bien préparer sa retraite afin qu'on ne puisse pas partir enfin aussi facilement, si je peux dire, parce que c'est la maladie qui doit pouvoir peut-être, on va essayer de comprendre si c'est la maladie, mais si c'est juste des soucis passagers, là, ça fait mal quand même quand nos parents s'en vont ainsi. Vous direz la même chose, une retraite réussie, c'est évidemment investir. Je pense que le juriste a quand même dit l'essentiel. Et moi, j'aimerais ajouter simplement le volet que vous êtes en train d'aborder, le volet santé. Parce que ça, là aussi, c'est très important. Préparer sa retraite, c'est aussi bien se comporter pour ne pas gérer après des problèmes de maladie. Parce que si déjà le peu que vous devez avoir pour s'occuper de votre famille, une bonne partie de ce peu-là sera envoyé vers les pharmacies, vers les hôpitaux, là ça complique encore la tâche.
Du coup, nous devons nous comporter, bien nous comporter sur le plan sanitaire. D'abord, les aliments que nous consommons. Quand on dit que vous êtes admis à la retraite, ça veut dire que vous avez un certain âge. Donc, à partir d'un certain âge, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Vous ne devez plus vous comporter comme si vous avez 25 ans. Déjà, à partir de 40 ans, il y a des choses qu'on nous interdit. Et la règle la plus simple que tout le monde peut appliquer, c'est ça. On dit éviter de manger trop gras, trop salé et trop sucré. De manger beaucoup de fruits et légumes. Mais si c'est vous qui devez découvrir toutes les formes de mets de votre quartier, c'est vous quand on dit promotion de la bière, c'est vous qui restez. Ah, mais c'est à la retraite qu'on a le temps de ça, non? La première chaîne, c'est vous. C'est vous. S'il y a un trophée à octroyer, c'est vous qui gagnez ce trophée. Et je pense que à la retraite, vous aurez de sérieux problèmes, surtout des problèmes d'ordre sanitaire. Donc c'est ce que j'aimerais simplement ajouter à ce que le juriste Sosa a déjà indiqué. Vous voyez, moi je vois ça sur deux plans, ce que vous avez abordé par rapport à la dépression des gens à la retraite. C'est d'abord sur le plan économique, puis sur le plan sanitaire. Et sur le plan économique, on l'a assez dit ici, il faut préparer sa retraite dès la première prise de service. Et là, on a déjà énuméré tout et les collègues aussi en ont parlé sur le plateau ici. Et sur le plan sanitaire, il faut aussi se préparer. Et préparer sa santé, ce n'est pas lorsque on tend vers la retraite qu'il faut commencer par préparer sa santé. Parce qu'on dit nos aliments sont nos premiers médicaments. Nos aliments sont nos premiers médicaments. Donc, dis-moi ce que tu manges et je te dirai quelle est ta santé. Donc, c'est ça. Donc, on devrait prendre l'habitude de mieux s'alimenter dès le jeune âge. Tout au moins, lorsque on dépasse la trentaine, on est assez mature pour se prendre en charge sur le plan sanitaire. Donc, c'est-à-dire, on doit mesurer notre alimentation à la mesure de nos moyens. Donc, lorsque vous mangez à la mesure de vos moyens et vous mangez sain, parce que lorsqu'on dit manger sain, c'est manger équilibré. Manger équilibré, et vous pouvez manger équilibré avec de moindres sous. Les fruits ne coûtent pas cher aujourd'hui, les légumes, n'en parlons plus. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller dans dans des supermarchés pour vous acheter des fruits. Ça court toutes les rues. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des supermarchés pour prendre, des aliments. Bon, même les confitures que vous allez pour prendre dans les supermarchés à des prix excessifs, là, ça ne vous apporte pas grand-chose. Il y a des aliments naturels à moindre prix que vous pouvez prendre et qui vont vous donner une santé de fer. Et lorsque vous travaillez déjà, c'est-à-dire vous organisez déjà votre santé, et c'est devenu une habitude depuis le bas âge, lorsque vous vieillissez, ça vous permet d'abord de bien vieillir, et lorsque vous vieillissez bien, et vous avez préparé aussi sur le plan pécunier, c'est-à-dire sur le plan économique, votre retraite, et sur le plan sanitaire, vous allez réussir votre retraite. Absolument. Parce que psychologiquement, ça va de soi. Parce que ce qui joue sur notre psychologie aujourd'hui, ou sur le mental aujourd'hui, c'est d'abord l'économie, c'est-à-dire la réserve pécuniaire et la santé. Et vous savez, la santé, ça vous fait dépenser énormément et les pensions ne vont plus suivre, c'est-à-dire il ne pourra plus rien faire de concret. Comment vous allez alimenter, comment vous allez pouvoir faire face à vos charges, ça devient un problème. Et bonjour les dégâts, bonjour les soucis, et bonjour la tension, bonjour la mort. La mort. Bonne arrivée, on ne va même pas dire bonjour, bonne arrivée. Allez, on va finir avec les dernières questions posées à M. Sosa. Ça finit pas la portion, enfin, sauf si vous mourrez. Oui,
Oui, ça finit. Non, en fait, il y a aussi le survivant qui en bénéficie si vous mourrez après être admis à la retraite et sans pour autant en bénéficier. Donc, il y a le survivant qui en bénéficie. Donc, ça finit pas parce que c'est comptabilisé de telle sorte que vous prenez jusqu'à ce que vous ne mourrez. Donc, il y a ce côté-là de la pension qu'il faut mentionner. D'accord. Et si le survivant aussi meurt, on va choisir le second survivant? Non, si le survivant meurt, c'est fini. C'est fini. Oui. Bon, le survivant, souvent, c'est la veuve. Oui, Très la souvent, veuve, c'est la oui, très veuve. souvent, À c'est la condition veuve. que... À ben, condition qu'elle évidemment, ne participe pas à la mort de son mari, De son mari. de son époux. mais elle doit prouver qu'elle est Qu'elle soit légalement mariée, liée. Voilà. mariée Légalement légalement aussi. Parce que s'il y a parricide, c'est-à-dire... Voilà. Attendez, donc ça veut dire que celui qui vit en concubinage, là, Celui qui vit en concubinage, il n'y a pas moyen pour lui. ça, Ça la loi ne ne prend re- rien. Non. la loi ne reconnaît rien de... À moins qu'il y ait d'enfants mineurs. Oui. En ce D'accord. moment-là, la Jusqu'à loi- ce que l'enfant atteigne la majorité. Exactement. On donne l'allocation à À l'enfant l'enfant. jusqu'à la majorité. Exactement. Ah, d'accord. Bon. Merci à chacun de vous, sinon je voulais dire... La preuve c'est que au moins moi, ma maman est en train de prendre la pension, pension de papa. de papa jusqu'à d'accord. aujourd'hui. Et je confirme et- aussi, hein. La mienne aussi en prend, Ah. bien que papa soit déjà parti depuis Parti. 15 ans. Pour moi, papa est parti, ça fait 30 ans. 32 oui. ans. En 92, ça fait 32 ans aujourd'hui. Ah, ça fait quand même un paquet d'argent. Hein? Un paquet d'argent. Bon, Et, en fait, et nous, lorsqu'on était encore mineurs, bon, on nous donnait nos allocations jusqu'à ce que chacun de nous ait arrivé à majorité. donc c'est à votre rôle maintenant de sécuriser. C'est l'avenir de nos femmes. C'est sécurisé qui Oui, oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. Et on y veille. Ah oui, absolument. Allez, On y merci à veille. chacun de vous pour vos apports à cette thématique, mesdames et messieurs. La retraite se prépare précisément quand on entre en fonction. Et pour en bénéficier aisément, il faudrait préparer toute la paperasserie administrative afin de pouvoir entrer en possession de sa pension assez vite. Les choses se sont accélérées maintenant et puis dès l'entrée dans la retraite, vous avez votre pension. Mais pour ne pas sombrer, je vais dire, dans les soucis, il faudrait pouvoir investir comme l'a suggéré monsieur Sousa, encore très jeune. L'investissement, c'est vous qui voyez, mais l'investissement sécurisé afin que même à la retraite, vous puissiez vous en sortir, parce que ce qui est constaté dans notre société, à la retraite, beaucoup se donnent à l'alcool, peut-être parce que n'ayant pas les moyens de pouvoir faire face aux charges fixes qui continuent, surtout ceux qui ont eu des enfants vraiment à des âges avancés, c'est ingérable parfois. Donc la retraite, elle se prépare. Ce n'est pas une phrase vite dite, mais c'est plutôt dans la préparation qu'on arrive à trouver ce qu'on dit. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci monsieur Agoura Renan. Merci monsieur Sousa. Merci également à vous monsieur Adjobo. Merci aux téléspectateurs qui nous ont suivis. On se retrouve demain avec le même plaisir et surtout, si Dieu le veut, bonne journée.